La métaéthique, c'est la discipline qui étudie les questions fondamentales de l'éthique. Par exemple, que signifie le bien? Existe-t-il de vérités morales? Sont-elles objectives ou subjectives? Comment peut-on les connaître? Il y a 5 grandes écoles en métaéthique qui chacune apporte sa propre réponse à ces questions. Le naturalisme, l'intuitionnisme, la théorie de l'erreur, le subjectivisme et l'expressivisme. Je vais vous proposer un petit aperçu de leurs idées. Mais avant toute chose, si ce genre de questions vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Alors c'est vrai, cela fait un petit moment que je n'ai pas publié de vidéo, mais rassurez-vous, ça va changer, donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee, votre soutien me fait très chaud au cœur. Selon le naturalisme, les jugements moraux décrivent des faits objectifs naturels. L'utilitarisme de Mill, par exemple, est considéré comme un naturalisme, parce qu'il réduit le bien au plaisir ou au bonheur. Or, le plaisir, c'est un fait naturel. On peut en faire l'expérience empiriquement. Ce n'est ni abstrait, ni surnaturel. Il peut être examiné par une science, comme par exemple la psychologie ou la sociologie. La principale objection contre le naturalisme a été formulée par George Edward Moore. Il dénonce ce qu'il appelle le sophisme naturaliste. On ne peut pas réduire les propriétés morales à des propriétés naturelles. Le concept de bien, c'est un concept qui est simple, c'est-à-dire qu'il est irréductible et indéfinissable. Si quelqu'un affirme « le bien est le plaisir », eh bien on pourra toujours demander « mais le bien est-il vraiment le plaisir ?» ou « qu'est-ce qui fait que le bien est le plaisir ?» Une telle question est parfaitement sensée, parce que le bien n'est pas réellement défini, ce n'est qu'une identification contingente, c'est un postulat arbitraire. On pourrait le remplacer sans contradiction par un autre. C'est ce qu'on appelle l'argument de la question ouverte. Les intuitionnistes, dont George Edward Moore et William David Ross, pensent que les jugements moraux décrivent des faits objectifs non naturels. Les vérités morales ne sont accessibles ni par l'expérience ni par la démonstration, mais par une sorte de sens moral, l'intuition. C'est au moins vrai pour les vérités morales fondamentales, dont on peut reconnaître leur évidence. Une objection classique contre l'intuitionnisme souligne le fait qu'il semble contradictoire avec l'existence de désaccords moraux. Si les vérités morales sont évidentes, pourquoi y a-t-il des désaccords moraux, y compris entre experts en philosophie morale, et même parmi les intuitionnistes? Et comment de telles intuitions pourraient-elles être vérifiées? John Leslie McKee dénonce le caractère étrange de ce supposé sens moral de l'intuition. On peut même se demander si ces prétendues intuitions ne seraient pas en réalité de simples convictions ou de simples sentiments subjectifs. Le dilemme du tramway, formulé initialement par Philippa Foot, montre combien nos intuitions peuvent être contradictoires. Imaginons le cas d'un tramway, hors de contrôle, se dirigeant sur une voie sur laquelle travaillent 5 ouvriers. Ces derniers mourront, sauf si on dévie le tramway vers une autre voie sur laquelle ne travaille qu'un seul ouvrier. Alors que faut-il faire? Eh bien, intuitivement, on tend à répondre qu'il vaut mieux ne sacrifier qu'une seule vie. Dans une autre situation maintenant, on peut sauver la vie des 5 ouvriers en poussant d'un pont un homme corpulent afin qu'il bloque le tramway. Que faut-il faire dans ce cas? Eh bien, intuitivement, on tend à répondre qu'on ne peut pas sacrifier ainsi la vie d'une personne. Ces deux réponses semblent contradictoires. Elles semblent indiquer que nos intuitions ne sont pas cohérentes, elles sont contradictoires. Et il faut ajouter à cela que les intuitions face à ce type typique de dilemme moral eh bien, tendent à grandement varier selon les cultures. Les partisans de la théorie de l'erreur, dont notamment John Leslie McKee, pensent que tous les jugements moraux sont faux. Les jugements moraux prétendent décrire des faits moraux objectifs, or il n'en existe aucun. McKee défend cette thèse en s'appuyant notamment sur 2 arguments. D'une part, selon l'argument de la relativité, les désaccords moraux sont très importants, y compris parmi les experts en éthique, à un point qui dépasse considérablement les désaccords qu'on peut trouver dans les sciences, y compris dans les sciences humaines. S'il y avait des vérités morales objectives, on ne devrait pas trouver de tels désaccords. Alors les critiques considèrent que McKee exagère l'ampleur des désaccords moraux, mais on peut aussi répondre que presque toutes les questions philosophiques impliquent des désaccords profonds, même si l'objectivité de leur objet ne fait aucun doute. D'autre part, selon l'argument de l'étrangeté, l'idée de faits moraux objectifs est étrange.
Les propriétés morales sont prescriptives, elles nous disent ce qu'il faut faire. Or, depuis David Hume, on sait qu'on ne peut pas inférer ce qui doit être à partir de ce qui est. C'est ce qu'on appelle la guillotine de Hume. Une description factuelle nous indique ce qui est, mais pas ce qui doit être. Si factuellement, les hommes battaient leurs femmes, cela ne prouverait pas que les hommes doivent battre leurs femmes. D'ailleurs, il arrive souvent que le devoir contredise les faits et appelle à leur changement. L'idée de fait objectif prescriptif est donc très étrange. Il faut noter que la théorie de l'erreur n'implique pas l'amoralisme. Par exemple, les fictionnalistes, dont Richard Joyce, considèrent que même si la morale est objectivement fausse, on peut la considérer comme une fiction qui est utile à suivre. On peut faire comme si. Le subjectivisme affirme que les jugements moraux décrivent des faits. Mais au lieu de décrire des faits objectifs, ils décrivent des faits subjectifs. Ils décrivent nos attitudes, nos émotions ou nos désirs, et ils en dépendent. Selon une version classique, qu'on appelle le subjectivisme individuel, l'affirmation « la solidarité est bonne » signifie seulement « j'approuve, moi personnellement, la solidarité ». C'est un jugement qui est subjectif et qui est relatif, comme le jugement de goût. Lorsque je dis par exemple que les brocolis sont bons, je ne décris pas objectivement les brocolis en eux-mêmes, mais je parle de moi. Je dis juste que j'en apprécie le goût. Le subjectivisme fait l'objet de nombreuses objections, mais je dois avouer qu'elles me paraissent peu convaincantes. Par exemple, on peut reprocher au subjectivisme d'être incapable de reconnaître l'existence de devoirs que nous ne désirons pas accomplir. Mais un subjectiviste peut tout à fait adhérer subjectivement à des principes généraux, comme par exemple le devoir de charité, sans en apprécier des applications particulières, comme par exemple le fait d'aider une personne qui est désagréable. Une autre objection reproche au subjectivisme d'être incapable de concevoir un jugement moral erroné, parce que sa seule condition de vérité, c'est qu'il soit approuvé par son auteur. Et pour la même raison, le subjectivisme serait incapable de progrès moral, parce qu'il n'y a pas de progrès sans erreur. Mais un subjectiviste peut répondre qu'une personne peut avoir des contradictions dans son éthique, et donc commettre des erreurs. Et donc un progrès moral est concevable s'il consiste en une éthique qui est toujours plus cohérente. Une objection plus sérieuse reproche au subjectivisme de permettre une inversion des valeurs de la part d'agents moraux mauvais. Si Hitler, Dark Vador ou le diable affirment qu'il est moral de tuer, de torturer certaines personnes, son jugement moral est vrai, pour lui, à condition qu'il soit cohérent, puisqu'il l'approuve lui-même. Mais c'est une conséquence qu'un subjectiviste, comme Gilbert Harman par exemple, peut tout à fait assumer. Ce n'est pas une contradiction. L'objection la plus discutée, c'est le problème du désaccord. Hitler dit vrai lorsqu'il dit que tuer ou torturer certaines personnes est moral, à condition qu'il l'approuve lui-même, mais moi aussi je dis vrai si je dis que tuer ou torturer est immoral, parce que je le désapprouve. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous avons tous les deux raison. Il n'y a pas de contradiction. Parce que nous ne parlons pas du meurtre en soi, mais des normes morales qui ne valent que pour nous-mêmes. Il en va de même que pour le goût. Si Hitler aime les navets et pas moi, ce n'est pas contradictoire, puisqu'on ne parle pas des navets en eux-mêmes, mais de nos goûts. Nous avons donc tous les deux raison. Il n'y a pas de contradiction, donc pas de désaccord, ce qui semble très contre-intuitif. Mais les subjectivistes peuvent tout à fait assumer le fait qu'il n'y ait pas de désaccord moral et invoquer à la place un conflit d'attitudes. Hitler et moi-même, nous n'avons pas la même attitude face au meurtre. Une autre solution consiste à adopter le relativisme de l'évaluateur, formulé par Kolbel et Macfarlane. Je peux très bien dire ainsi, selon ma propre éthique, le meurtre est immoral, Hitler a donc tort de mon point de vue. Il y a bien un désaccord, conformément à ce qui semble être le cas. Peut-être que quelque chose m'échappe, mais aucune de ces objections ne me paraît vraiment fatale. Alors avant de conclure sur le subjectivisme, je dois préciser qu'il en existe des variantes, et c'est le cas par exemple de la théorie du commandement divin, qui est un subjectivisme absolutiste qui fonde la morale sur la volonté divine. Je pense que j'en parlerai dans une prochaine émission. Selon les expressivistes, les jugements moraux ne décrivent aucune réalité, ni objective, ni subjective. Ils ne sont donc ni vrais ni faux. Ils expriment seulement des attitudes. Il y a donc une différence avec le subjectivisme. Le subjectiviste, lui, il décrit son approbation. L'expressiviste, lui, il se limite à son expression. Il en va de même que l'affirmation « j'ai mal » a une valeur de vérité, parce que je peux effectivement ne pas avoir mal, mais la douleur en elle-même n'en a pas. La douleur elle-même n'a pas de valeur de vérité.
On peut distinguer 3 écoles expressivistes. D'après les émotivistes, dont Alfred Ayer, les jugements moraux expriment une émotion d'approbation ou d'aversion. La solidarité est bonne signifie ainsi « Hurrah la solidarité !» et le meurtre est mauvais signifie « Bouh le meurtre !» D'après les prescriptivistes, dont Richard Mervyn Hare, les énoncés moraux sont des énoncés impératifs, des injonctions. La solidarité est bonne signifie ainsi « Sois solidaire !» et le meurtre est mauvais signifie « Ne tue pas !» Enfin, les quasi-réalistes, dont Simon Blackburn, affirment que le langage moral a une valeur de vérité, mais qui est déflationniste. La vérité n'est plus ce qui correspond à la réalité, mais ça exprime seulement une adhésion. Répondre « c'est vrai » à l'affirmation « le meurtre est mal » ne décrit aucune réalité, mais signifie simplement sa propre approbation. La principale objection contre l'expressivisme, c'est le problème de l'enchâssement, qui est également appelé le problème Frege-Gitsch. Le problème est qu'on ne peut pas traduire tous les énoncés moraux en termes expressivistes, notamment tous ceux qui sont négatifs, interrogatifs ou conditionnels. Si je dis « manger de la viande n'est pas mal », ou encore « est-il mal de manger de la viande ?» ou encore « si manger de la viande est mal, alors manger du lapin est mal ». Je n'exprime dans aucun cas une émotion, puisque dans le premier cas, il n'y a pas d'émotion, dans le second, je me demande s'il devrait y en avoir une, et dans le dernier cas, je décris les implications s'il y en avait une. Or, une émotion niée possible ou hypothétique n'est pas une émotion, de même qu'une douleur hypothétique n'est pas une douleur. Il en va de même pour les injonctions. Il semble donc que l'expressivisme soit incapable de rendre compte de la totalité du langage moral, s'il ne fait que de le traduire par des émotions ou des injonctions. On peut regrouper ces 5 grandes écoles métaéthiques en 2 catégories. On peut distinguer les réalistes, qui affirment l'existence de propriétés morales objectives, ce que font les naturalistes et les intuitionnistes, et puis de l'autre côté, les antiréalistes, qui nient l'existence de propriétés morales objectives, comme c'est le cas des partisans de la théorie de l'erreur, du subjectivisme et de l'expressivisme. Alors personnellement, je me situe plutôt du côté des antiréalistes, parce que je pense que les arguments penchent en leur faveur. Mais il m'est assez difficile, je dois l'avouer, de trancher entre les différentes écoles antiréalistes. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee. Évidemment, les commentaires sont ouverts, n'hésitez pas à me partager vos préférences en matière de métaéthique. Par contre, il y a vraiment une chose qui ne se discute pas, une vérité objective, absolue et indiscutable, ce sont les navets. Les navets, c'est vraiment mauvais. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.